Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo de mécanique quantique où on va traiter une partie du QCM ICNA 2016. Alors ça sert de QCM de révision, donc le but de ces QCM de révision, alors bien entendu si vous préparez l'ENAC ou l'ICNA, c'est clair que ça vous aide à préparer ces concours, mais surtout c'est de revoir en fait des parties de cours avec des QCM qui sont directement de l'application du cours mais dans des contextes un petit peu différents. Et donc ça vous permet à la fois assez rapidement de voir si vous maîtrisez tous les points de cours avant d'aller aux écrits, et puis aussi de faire un petit peu de calcul et de s'entraîner au calcul, puisque dans les QCM ICNA, il y a toujours quelques petites questions de calcul, et donc ça c'est toujours intéressant. Le but, c'est pas ici de réfléchir par élimination au QCM, c'est vraiment essayer de refaire la démonstration à chaque fois pour trouver les bonnes réponses. Comme ça, c'est profitable aussi pour les écrits. Des fois, aucune des réponses proposées par le QCM n'est bonne, et dans ce cas-là, il faut mettre la réponse E. C'est ça la règle du jeu. Donc là, le QCM, la présentation du QCM est donnée ici avec une barrière de potentiel. Donc on vous rappelle également l'équation de Schrödinger, et on vous dit donc qu'il y a une source de particules ici à droite, donc c'est un peu la différence par rapport au cas classique du cours, qui émet des particules vers la gauche, qui ont une énergie E, ces particules, et il y a 10 puissance 5 particules par seconde qui sont émises, à travers une barrière de hauteur E0 plus grande que E. Et donc, on a un certain nombre de questions, donc je vous conseille de bien lire l'énoncé, même peut-être de vous procurer le sujet ICNA. Donc on l'a notamment on le trouve très facilement sur internet, pour lors des questions avoir bien l'énoncé sous les yeux pour pouvoir y répondre. Et puis vous mettez la vidéo sur pause à chaque question pour bien chercher avant de regarder la réponse. Donc on va commencer par la première question. Donc j'ai remis ici l'énoncé, et la première question nous demande si la zone 1 est classiquement accessible, si la région 1 est classiquement inaccessible, si la région 2 est classiquement accessible, ou si la région 2 est classiquement inaccessible. Donc on vous demande d'indiquer l'éventuelle ou les éventuelles réponses exactes. Donc on va corriger après. Donc ça c'est la première question. Donc vous relisez bien l'énoncé s'il faut revenir un peu en arrière dans la vidéo pour bien répondre. Et on va regarder aussi la deuxième question. On nous dit qu'on va chercher des solutions du problème sous la forme d'état stationnaire, de la forme psi majuscule égale psi fois exponentielle moins IET sur h bar. Et on vous propose psi 1, psi 2 et psi 3, donc dans la zone 1, dans la zone 2 et dans la zone 3. Et puis dans ces expressions, il y a une grandeur qui est k et une autre qui est alpha. On vous demande ici quelles sont les expressions de k et alpha. Donc vous mettez la vidéo sur pause, vous avez deux questions à répondre. Je remets l'énoncé des deux questions sur l'écran. Vous pouvez mettre sur pause, et puis on va corriger tout de suite. Donc allons-y. Donc on va regarder un petit peu. Si on s'intéresse d'un point de vue classique, en fait on a une source ici qui émet des particules dont l'énergie E est plus petite que la hauteur de la barrière E0. Et donc d'un point de vue classique, les particules ne franchiront pas la barrière. Elles feront demi-tour éventuellement. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la zone 1 sera inaccessible aux particules puisqu'elles n'arriveront pas à passer la barrière, et la zone 2 aussi sera inaccessible. Donc la région 1 et la région 2 seront classiquement inaccessibles aux particules émises par la source. Donc voilà les deux réponses à cette question. Et puis maintenant, on va s'intéresser aux fonctions d'onde, donc là maintenant du point de vue quantique, aux fonctions d'onde dans la zone 1, dans la zone 2, dans la zone 3. Alors tout d'abord, voyons la démarche. Alors même si ici c'est pas forcément attendu dans la résolution de la question, c'est toujours intéressant de revoir la démarche si vous avez un sujet décrit. Vous avez la fonction d'onde qui est de cette forme-là quand on la cherche sous la forme d'un état stationnaire. Vous avez l'équation de Schrödinger valable pour la fonction d'onde, et vous savez que si vous injectez cette forme-là dans l'équation de Schrödinger, vous obtenez ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger indépendante du temps. C'est celle-ci. Donc c'est l'équation de Schrödinger qui concerne uniquement la partie spatiale de la fonction d'onde stationnaire. Je vous rappelle que la fonction d'onde stationnaire, elle s'écrit sous la forme du produit d'une fonction spatiale et d'une fonction temporelle qui en fait est égale à exponentielle moins i e h bar sur t. Moins e sur h bar t, pardon. Et donc la partie temporelle de la fonction de psi vérifie ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger indépendante du temps. Et donc c'est cette équation de Schrödinger indépendante du temps que nous allons résoudre dans la zone 1, dans la zone 2 et dans la zone 3. Alors V ici qui apparaît, c'est le potentiel en mécanique quantique, c'est-à-dire l'énergie potentielle dans laquelle est placée la particule. Si on regardait dans la zone 1,
dans la zone 1, il y avait une énergie potentielle nulle. Donc, l'équation de Schrödinger indépendante du temps qui était ici devenait psi seconde plus 2me sur h bar carré psi égale 0. Et ça, on reconnaît l'équation d'un oscillateur harmonique, puisqu'ici, on a ce terme-là qui est positif. Donc, on va le poser égal à k carré, par définition, avec k, qui sera donc égal à racine de 2me sur h bar. Et alors, on sait, la résolution de cette équation-là donne psi égale A1 EIKX plus B1 E-IKX. Donc, on trouve la valeur de k, qui était donc une des questions posées par l'énoncé. Dans la zone 2, cette fois-ci, le potentiel V s'appelle E0. Alors juste, je me suis trompé, je l'ai appelé V0 par la suite, donc je corrige. E0. Et donc l'équation de Schrödinger à résoudre cette fois-ci, indépendante du temps, est celle-ci. Hein, donc c'est juste la réécriture de cette équation-là en remplaçant V par E0. Et donc, cette fois-ci, on s'aperçoit que devant psi, c'est toujours ça qui est important, c'est de regarder le signe qu'il y a devant psi ici. On a E moins E0 et ça c'est négatif. Et donc on va appeler ce terme moins alpha carré. Avec alpha qui sera donc racine de 2m E0 moins E sur h bar. Et donc on sait que cette équation différentielle, donc psi seconde moins alpha carré psi égale 0, a dans C, dans l'ensemble des complexes, la solution A2 exponentielle alpha x plus B2 exponentielle moins alpha x. Donc on a trouvé l'expression de alpha et de k, et on peut donc entourer les réponses A et D qui étaient les réponses à cette question. Allons voir donc maintenant la question suivante. Donc, on nous rappelle donc voilà, j'ai remis la question 2, et dans la question 3, on nous demande indiquer l'éventuel ou les éventuelles réponses exactes. Donc une fois qu'on a psi 1, psi 2 et psi 3 qui sont comme ça dans les zones 1, 2, 3, une fois qu'on a trouvé l'expression de k et de alpha, on nous demande de voir est-ce que A1 égale 0, est-ce que B1 égale 0, est-ce que A3 égale 0 ou est-ce que B3 égale 0. Donc vous mettez la vidéo sur pause et puis on va chercher cette question. Alors, eh bien en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que ici la source va émettre des particules qui vont vers la gauche, et ça dans la zone 3, c'est le terme en B3 E-IKX qui va être responsable de ces particules émises vers la gauche. Ici, la barrière va réfléchir des particules, et ça va être caractérisé par le terme qui va dans le sens des x croissants, qui est A3 exponentielle moins IKX. Alors comment je le sais? Et bien en fait, si je regarde psi de xt, la fonction d'onde totale, dans la zone 3, c'est A3 EIKX fois exponentielle de moins I E sur H bar T. Et ça, on reconnaît que c'est... Alors, pardon, plus B3 E de moins IKX exponentielle de moins IE sur H bar T. Je ne fais que reprendre psi complet. Et ça, si je le mets sous la forme d'une seule exponentielle, c'est KX moins E sur H bar T plus B3 E de moins I KX plus E sur H bar T. Et donc là, on reconnaît bien, donc là, en bleu, une fonction de oméga t plus kx, et donc ça, c'est bien quelque chose qui se propage dans le sens des x décroissants. Et là, en jaune, une fonction de oméga t moins kx, ou kx moins oméga t, c'est pareil, qui est donc une onde se propageant dans le sens des x croissants, ce qui me permet donc d'identifier que le terme associé à B3, c'est bien le terme qui va dans le sens des x décroissants, et le terme associé à A3, c'est le terme qui va dans le sens des x croissants. Donc c'est en reprenant la fonction d'onde psi globale qu'on peut conclure. Donc voilà, ça c'était pour analyser. Dans psi 2, eh bien dans psi 2, on voit aussi qu'il y a deux termes. Alors ici, on n'a pas de i dans les exponentielles, donc ce ne sont pas des termes associés à de la propagation, donc je ne vais pas trop insister dessus. Par contre, dans la zone 1, on voit à nouveau un terme B1 qui correspond à une onde se propageant dans le sens des x décroissant, et un terme A1 se propageant dans le sens des x croissants. Or, il n'y a pas à l'infini à gauche, on n'a pas de source de particules, donc il n'y a aucune source de particules qui peut émettre cette onde qui revient sur la barrière. Donc en fait, cette onde qui revient sur la barrière doit être nulle, et donc ça va entraîner directement que A1 égale 0. Donc A1 égale 0, c'est la réponse attendue sur cette question, en absence de source de particules à gauche de la barrière, qui fait qu'il n'y a pas d'onde ici, je vais donc l'effacer, qui reviendrait de l'infini, qui se serait réfléchi à l'infini. C'est pas possible, donc A1 est égal à 0. Donc voilà la réponse attendue à cette question.
Donc, on continue avec la question suivante. On nous explique que le rapport des amplitudes B1 sur B3, vous voyez, B1 et B3 sont donnés ici. Donc, je vous rappelle que pour résoudre ce système, il faut écrire les conditions aux limites en x égale L et en x égale 0. En fait, en écrivant la continuité de la fonction d'onde ainsi que sa dérivée par rapport à x, puisque ici on n'a pas de discontinuité infinie de potentiel. Et une fois qu'on écrit tout ça, on peut trouver le rapport par exemple des amplitudes B1 sur B3. Il nous est donné ici. Et on nous demande d'en déduire que le facteur de transmission T de la barrière, donc le coefficient de transmission à travers la barrière, peut s'écrire de la forme T0 exponentielle de eta alpha L. Donc on se place dans le cas d'une barrière épaisse. Et on nous demande d'exprimer T0 et eta. Donc là, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, chercher un petit peu. Et on va répondre. Alors allons voir le corrigé. Alors tout d'abord, on peut simplifier le rapport B1 sur B3 en considérant une barrière épaisse. C'est-à-dire que si alpha L est très grande devant 1, les exponentielles alpha L deviennent très grandes devant les exponentielles moins alpha L. Et donc B1 sur B3 se simplifie. D'accord, je néglige les termes en exponentielle moins alpha L ici et ici. Donc on a cette expression-là de B1 sur B3, mais nous ce que nous cherchons c'est le coefficient de transmission. Donc le coefficient de transmission, il est défini dans le cours comme la norme du vecteur JT, c'est le courant de densité de probabilité, sur la norme du vecteur JI, donc J transmis à travers la barrière. Donc là par exemple on a un courant de densité de probabilité transmis à travers la barrière, et ici on a un courant de densité de probabilité, une densité de courant de probabilité, pardon, qui arrive sur la barrière. Donc J, c'est la densité de courant de probabilité qui arrive sur la barrière, et JT, c'est la densité de courant de probabilité qui traverse la barrière. Et on sait que le coefficient de transmission, par définition, c'est la norme de JT sur la norme de JI. Et comme on a affaire à des OPPH, des ondes planes progressives harmoniques, on a, d'après le cours, l'expression de JT qui est le module de psi carré fois la vitesse de groupe h bar k sur m. Alors ici, on est dans le même milieu pour l'onde incidente et l'onde transmise, on est un milieu pour lequel l'énergie potentielle est nulle, donc on a la vitesse de groupe qui est h bar k sur m avec la même valeur de k en amont et en aval de la barrière. Ce qui fait qu'il reste uniquement module de psi t au carré sur module de psi au carré, et ça on les avait identifiés en analysant les formes de psi dans la zone 1 et dans la zone 3, et ça fait donc en fait B1 sur B3. Puisque je rappelle que l'onde incidente en amont de la barrière était caractérisée par B3, et l'onde transmise en aval de la barrière était caractérisée par B1. Et donc c'est le module de B1 sur B3 au carré qui nous intéresse. Comme on a simplifié B1 sur B3 avant, il suffit de prendre le module et de le mettre au carré. Le module d'exponentielle IKL ici, ça vaut 1. Et donc en fait T s'écrit comme 4 sur 1 plus m carré, exponentielle de moins 2 alpha L, et ça nous permet d'identifier ici T0 et ici eta qui vaut moins 2. Donc voilà la réponse à cette question. On va donc passer à la question suivante. Hop. Donc on nous dit qu'on peut montrer que T0, en fait, avec les calculs précédents, peut s'exprimer sous la forme 16 fois l'énergie de la particule fois E0 moins E sur E0 carré. On nous donne un certain nombre de valeurs, notamment exponentielle de eta alpha L qui vaut 10 moins 4, T qui vaut 0,04% et E qui vaut 5 électronvolts. Et on nous demande d'en déduire la hauteur de la barrière E0. Donc en fait, on connaît l'énergie incidente des particules, c'est 5 électronvolts. On sait que le taux de transmission, c'est 0,04%. On nous donne l'exponentielle eta alpha L, son ordre de grandeur. On nous demande d'en déduire la hauteur de la barrière. Donc je vous laisse pour cette application numérique mettre sur pause et on va corriger. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un petit peu les différentes expressions qu'on avait. Donc ici, ça c'était l'expression de M, l'expression de alpha, l'expression de K. En fait, on n'en aura pas forcément besoin, puisqu'il suffit de regarder les données qui nous sont proposées. On a montré ça à la question précédente. On nous dit qu'exponentielle moins 2 alpha L, c'est 10 moins 4, que T, c'est de l'ordre de 4, 10 moins 4. Donc T0, ça va être de l'ordre de 4, et T0, on a son expression ici. Et donc ça fait que epsilon fois epsilon 0 moins epsilon sur epsilon 0 carré, ça fait un quart. Avec le 16 ici, le 4 et le 16 vont donner un quart. Et donc ça, l'application numérique va nous donner directement que epsilon égale 10 électronvolts. Alors soit on résout, soit on teste un petit peu les 4 valeurs qui sont données, et on voit que epsilon 0 égale 10 électronvolts ici, fonctionne très bien. Donc voilà pour cette question qui donnait la réponse D. Et il nous reste une dernière question.
on nous demande alors quel est le débit des objets à travers la barrière. C'est-à-dire qu'on connaissait le débit en entrée de la barrière, ça je vous laisserai revoir l'énoncé de départ, et on demande donc le débit de particules en sortie. Donc je vous laisse un peu chercher, c'est-à-dire combien de particules traversent la barrière par seconde. Donc 4 propositions, vous mettez sur pause et on va corriger tout de suite. Alors, eh bien en fait, le nombre de particules, l'interprétation du coefficient de transmission T, c'est la probabilité qu'une particule traverse la barrière. Et bien donc si on a 100 particules qui arrivent sur la barrière et que la probabilité de traverser est de 4%, eh bien ça veut dire qu'il y aura 4 particules qui auront traversé. Donc en gros, ça revient à dire que le nombre de particules qui traversent par seconde, c'est le nombre de particules en entrée qui arrivent par seconde, fois le coefficient de transmission. Le coefficient de transmission, il était de 0,04%. Il y avait 10 puissance 5 particules qui arrivaient par seconde sur la barrière, et donc on a 40 particules par seconde qui traversent cette barrière. Donc voilà, donc la réponse attendue, c'était la réponse B. Donc voilà pour ce QCM, je crois qu'il n'y a plus de questions, si, il en reste une, donc on va faire la dernière question, et on commentera ensuite. Donc on nous demande enfin de dire quelles sont là ou les réponses exactes. Il est possible de mesurer simultanément la position et la vitesse d'une particule dans la région 1, même chose dans la région 2, même chose dans la région 3, et autre réponse dont il faut dire si elle est juste ou non, l'effet tunnel est un effet purement classique, c'est-à-dire qu'il est non quantique. Donc je vous laisse réfléchir, et puis on va corriger ensemble tout de suite. On met sur pause. Bon, et en fait, il n'y a aucune des propositions qui n'est valide, puisque en vertu du principe d'indétermination d'Heisenberg, on ne peut pas à la fois connaître avec certitude la position et la vitesse d'une particule. En fait, on a le produit de l'incertitude sur la position fois l'incertitude sur la quantité de mouvement suivant la dimension x doit être supérieur ou égal à h bar sur 2, donc on ne peut pas mesurer position et quantité de mouvement, et donc vitesse en quelque sorte, de manière certaine en même temps, donc aussi bien dans la région 1, dans la région 2, dans la région 3, puisque c'est une propriété générale de la mécanique quantique. Et puis, l'effet tunnel, c'est justement le fait que, et c'est ça le commentaire qu'on peut voir, c'est que là on avait des particules qui arrivaient, un certain nombre de particules qui arrivaient par seconde, qui devaient traverser une barrière qui était plus haute que leur énergie, et pourtant on voit qu'il y en avait quand même 0,04% qui traversent la barrière, alors qu'en mécanique classique, aucune n'aurait traversé la barrière puisqu'elle n'avait pas les énergies suffisantes pour traverser la barrière. Donc cet effet, c'est l'effet tunnel, c'est le fait que des particules qui n'ont pas l'énergie suffisante pour traverser une barrière arrivent quand même à la traverser. Eh bien, c'est un effet purement quantique, puisque en mécanique classique, ça ne s'observe pas. Et donc, est-ce que l'effet tunnel est purement classique? Non. C'est un effet quantique, c'est celui que nous venons d'étudier ici avec la résolution de l'équation de Schrödinger. Donc voilà pour cette vidéo sur les résultats essentiels de la barrière de potentiel. On va conclure là-dessus, et n'hésitez, si vous n'avez pas fait 100%, vraiment essayez de comprendre là où sont vos erreurs et de bien refaire les démonstrations pour maîtriser ce sujet, puisque là on a vraiment revu des démos très proches du